Tu es fou, murmura quelqu'un derrière lui ce jour-là. Mais Thomas Branigan ne s'y a pas. Son regard était fixé sur 3 femmes imposantes qui se tenaient derrière les barreaux de fer d'un enclos de vente aux enchères. La foule avait reculé, rebutée par leurs vêtements sauvages, leurs corps musclés et l'éclat de quelque chose d'ancien dans leurs yeux. Mais Thomas vit autre chose. Suspendus au cou de chacune d'elles, des trophées, délavés mais immanquables, faits de queues d'écureuils touffus. Il y a 5 ans, il avait vu exactement les mêmes. Pas sur un marché, ni enchaînés, mais au plus profond de la forêt après une inondation. À l'époque, il s'accrochait de toutes ses forces à un morceau de bois flottant, à demi conscient, saignant, certain qu'il allait à mourir. Mais quelqu'un l'avait sorti de l'eau. Il se souvenait de mains rudes, de feux chauds et des yeux inquiets de 3 femmes qui ne parlaient pas sa langue. Quand il s'était réveillé, elles étaient reparties, mais les queues d'écureuil étaient restées dans sa mémoire, comme une fumée qui ne se dissipe jamais. Maintenant, devant lui, se tenait la preuve qu'elles étaient réelles. Le commissaire-priseur cria un prix absurdement élevé. La foule se moqua, personne ne fit d'offre. Les femmes restaient en silencieuses, fières, agitées. Et Thomas, sans réfléchir à 2 fois, retira de son poignet la montre en or, la dernière chose qui lui restait de son père. Il la leva en l'air. « Orsopreni !»« Or, je les prends. » Ce jour-là, il n'acheta pas des esclaves. Il recouvra une dette que la vie lui devait et qui n'avait jamais été payée. Il y a 5 ans, la tempête était arrivée sans prévenir. Le ciel avait pris la couleur de la cendre. Les vents hurlaient de l'œil comme des démons, et la rivière qui coulait près du ranch des Branigan avait gonflé, se transformant en monstre. Thomas courait entre les eaux montantes avec son père sur l'épaule, ce dernier à moitié inconscient suite à un coup de sabot d'un cheval effrayé dans les côtes. Le temps qu'il atteigne les hauteurs et laisse son père sous les poutres de la grange, la rivière avait déjà rompu la clôture de l'enclos. Un faux pas et le sol se déroba sous ses pieds. Le courant le saisit et il n'eut même pas le temps de crier. Ce qui suivit fut un tourbillon de boue, de branches et du rugissement profond de l'eau. Thomas s'agrippa fermement à une planche flottante, la seule chose qui le séparait de la mort. Pendant des heures, peut-être des jours, le monde se transforma en un cauchemar douloureux de soleil et de pluie, de vent et de silence. Il perdit connaissance quelque part durant la 2e nuit, déshydraté, affamé et saignant d'une jambe profondément lacérée par un morceau de fil de fer barbelé. Quand il rouvrit les yeux, la canopée de la forêt le regardait. Il était allongé dans un creux près d'un feu de camp. Sa jambe était enveloppée d'écorces tressées et de feuilles épaisses, et son corps était couvert d'une peau de bête. Il ne comprenait pas les mots qu'elle prononçait, mais il sentait leurs mains fermes, habiles et douces. 3 silhouettes s'occupaient d'hommes de lui à tour de rôle. L'une cueillait des herbes et pilait des racines, une autre le nourrissait de bouillon avec une cuillère taillée dans le bois, et la 3e l'observait souvent en silence, pensive. Elles ne le gardèrent pas longtemps, sachant peut-être qu'il ne pouvait pas rester. Un matin, alors que le brouillard était épais et que ses forces revenaient, elles lui bandèrent les yeux et le conduisirent à une bifurcation de la rivière, lui indiquèrent le sud et disparurent avant qu'il n'ait pu dire un mot. Personne ne le crut à son retour. Personne n'avait vu cette tribu. Personne ne connaissait les trophées en queue d'écureuil qu'il décrivait. Personne ne pouvait imaginer 3 femmes, plus fortes que la plupart des hommes, soignant un rancher dans la forêt. Son histoire devint une simple anecdote, jusqu'à ce moment au marché aux esclaves, qui fit tout remonter. Les souvenirs de leur visage, la chaleur de leur silence, la manière provocante dont elles s'étaient tenues à la lisière de la forêt en le quittant, telles des gardiennes se fondant dans le mythe. Et maintenant, 5 ans plus tard, elles avaient été traînées en ville enchaînées et traitées comme des bêtes. La cruauté de ce spectacle le révulsa. Ce jour-là, il n'agit pas par pitié, mais par instinct, quelque chose de plus ancien et de plus puissant que la mémoire. Pendant qu'il les ramenait au ranch dans sa charrette, personne ne parla. Le voyage fut long, sur des routes sinueuses et un terrain rocailleux. Elles étaient assises à l'arrière, immobiles, leurs poignets encore marqués par les chaînes. Thomas ne les regardait pas souvent. Il n'était pas sûr qu'elles se souviennent de lui. Il n'était même pas sûr que ce fussent tant les mêmes femmes. Mais il reconnaissait ces queues et savait que le destin n'en avait pas fini avec elles. Il leur donna une cabane près de la grange, retira lui-même leurs chaînes et les laissa seuls. Il n'attendait pas de gratitude, seulement il attendait. Pendant des jours, elles sortirent à peine de la cabane, chuchotant dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, se tenant à l'écart et observant l'horizon comme s'il allait les engloutir.
Mais le 5e soir, juste au coucher du soleil, alors que les chevaux soulevaient toit la poussière, l'une d'elles, la grande, avec une cicatrice délavée au-dessus de l'œil, s'approcha de la maison, tenant un morceau d'os sculpté. Elle le posa silencieusement sur son porche, puis recula. Thomas le ramassa. Il avait la forme d'une bifurcation de rivière. Il la regarda et elle hocha la tête une fois. Le passé était de retour. Le lendemain matin, Thomas se leva avant l'aube. Quelque chose en lui avait changé. La fourche sculptée était maintenant accrochée à un clou au-dessus de sa cheminée, un rappel que ce qu'il croyait avoir laissé derrière lui n'était qu'en suspens. En sortant, il vit les 3 femmes qui l'attendirent dans la cour. Elles ne semblaient plus timides. Elles portaient les mêmes vêtements étranges qu'auparavant, du cuir, de l'os, des tissus teints, dans des tons profonds de rouge et de brun. L'une d'elles, qu'on sait plus robuste que les autres, tenait un long bâton, tandis que la plus jeune, aux yeux d'ambre perçants, portait un paquet enveloppé dans une peau de cerf. Mais c'est la grande, celle à la cicatrice, qui s'avança. Elle parla fermement, sa voix basse et autoritaire dans une langue qu'il ne comprenait pas. Mais le geste qu'elle fit, pointant l'os sculpté au-dessus de sa porte, puis son propre cœur et enfin l'horizon, était clair. Elle se souvenait de lui. Toutes se souvenaient, et maintenant, elles avaient besoin de son aide. Thomas ne posa pas de questions pour le moment. Au lieu de cela, il rassembla des provisions. De la viande séchée, de l'eau, de quoi faire du feu, une longue carabine et 2 revolvers. Il prépara sa jument, une Mustang aguerrie nommée Bao, et attela une seconde charrette pour les femmes. Le soleil commençait à peine à poindre derrière la crête. Quand ils partirent, les roues d'Arsenal grincèrent sous le poids de soin de ce qu'aucun d'eux n'osait dire à voix haute. Ils traversèrent des forêts clairsemées et des plaines vallonnées en silence. Mais au fil des jours, Thomas reconstitua leur histoire non par des mots, mais par des gestes, des dessins sur le sol et des échanges de regards silencieux. Les queues d'écureuils qu'elles portaient étaient bien des marques d'honneur. Elles étaient un peu des chasseresses, des protectrices. Leur peuple avait vécu isolé pendant des générations, caché des colons, survivant au plus profond des vallées montagneuses. Mais quelque chose avait changé. Des étrangers s'en étaient venus, des hommes avec des pièges, du feu et de la cupidité. Ils n'apportèrent pas seulement l'acier, mais aussi la maladie et la peur. La tribu fut forcée de se déplacer vers des terres sacrées abandonnées. Pendant leur fuite, la chef de la tribu, une femme âgée et la mère de la guerrière à la cicatrice, disparut. Certains disaient qu'elle était morte, d'autres croyaient qu'elle était restée pour détourner les envahisseurs. Les 3 sœurs furent séparées, dans le chaos, capturées et vendues enchaînées. Maintenant, elles voulaient rentrer, retrouver leur peuple et savoir si les anciens étaient encore en vie. Thomas comprenait le risque. Si la terre qu'elles appelaient autrefois leur foyer était maintenant colonisé, leur retour ne serait pas un voyage de retrouvailles, mais une bataille. La 3e nuit, alors que le feu crépitait et que les coyotes hurlaient au loin, Thomas parla enfin. « Pourquoi moi ?» La plus âgée regarda les flammes, puis lui. Elle prit un morceau de charbon de bois et dessina une silhouette grossière sur le sol. Un homme flottant sur une rivière et 3 silhouettes debout sur la rive. Elle tapa sur sa poitrine, puis sur la sienne et enfin pointa le ciel. La dette payée n'était pas la fin, mais le début. Le 5e jour, le terrain devint difficile. Les arbres se resserrèrent, les ombres s'épaissirent et les oiseaux se turent. Le long du chemin, il y avait des signes de désordre, des branches cassées, des feux de camp encore fumants et pire encore, des carcasses d'animaux, dépecées avec précision, leurs os laissés à pourrir. Thomas serra la mâchoire. Ce n'était pas un foyer. C'était la cruauté du genre qu'il avait déjà vu dans les yeux des braconniers, ceux qui tiraient pour le plaisir et riaient en le faisant. Le soir, ils trouvèrent leur premier indice. Un totem solitaire planté dans le sol avec des os, des plumes et des queues d'écureuils enroulées en spirale. C'était une marque tribale récente placée ces derniers jours. Les femmes s'approchèrent avec révérence. La plus jeune pleura doucement. Cela signifiait que la tribu était passée par là et était proche. Le lendemain matin, ils atteignirent un plateau surplombant un petit canyon, et ce qu'ils virent glaça le sang de Thomas. En contrebas, à moitié caché parmi les rochers, se trouvait un campement rudimentaire de tentes et de fumées, entouré de pièges et de cages. Des hommes armés de fusils patrouillaient le périmètre. À l'intérieur de la plus grande cage se trouvaient des corps, beaucoup immobiles, certains encore en vie, des membres de la tribu capturés. Le même type de cage qui avait autrefois détenu les sœurs. Thomas sentit un vieux feu se rallumer en lui. La colère, la culpabilité, un but,
Une fois l'inspectionné, il avait été sauvé. Maintenant, c'était à son tour. Mais il ne pouvait vraiment pas se lancer imprudemment. L'ennemi était armé, nombreux et cruel. Cette nuit-là, les 4 se blottirent autour du feu, traçant le plan du terrain avec des pierres et des branches. L'aîné mènerait l'attaque depuis la falaise ouest. La plus jeune contournerait par le ravin avec sa lame. La sœur du milieu les couvrirait avec son arc et donnerait le signal. Thomas marcherait seul en terrain découvert, le l'appât. Il n'hésita pas. À l'aube, le plan était prêt. Chaque mouvement était calculé. L'enjeu n'était pas seulement la survie, mais la justice. Alors que l'aube illuminait les formations rocheuses entourant le canyon, le vent apporta avec lui une odeur de cendre et de terre humide. Thomas s'accroupit derrière une falaise déchiquetée, observant le camp des braconniers avec des yeux plissés. En bas, les hommes allaient et venaient, riant, se disputant, affûtant leurs couteaux. Les cages étaient à peine visibles dans la brume matinale changeante, mais les silhouettes à l'intérieur ne laissaient aucun doute. Des hommes, des femmes et des enfants de la tribu. Certains gisaient immobiles, d'autres étaient assis, le regard vide. L'ennemi n'avait ni code ni conscience, seulement une faim de dominer et de détruire. Thomas ajusta le bord de son chapeau et s'avança. Il ne portait aucune arme à la main, seulement la chaîne de montre en argent qui pendait de son gilet. Il marcha droit en vue du camp. Ses bottes crissèrent sur le gravier sec. Une sentinelle sur la crête le vit en premier et donna l'alerte. Les fusils se tournèrent, les voix s'élevèrent, mais Thomas ne s'arrêta pas. Son cœur battait la chamade, mais il garda une allure ferme, comme s'il n'avait rien à craindre. Puis il cria assez fort pour briser le silence du matin. « Je suis perdu. Je ne cherche pas d'ennui. Je ne fais que passer. » Un des hommes, clairement le chef, sortit de la plus grande tente. Sa barbe était épaisse et ses yeux petits et cruels. « Tu es perdu, cow-boy. Ce n'est pas un endroit pour les vagabonds. » Thomas sourit lentement d'un geste désarmant. « Un homme ne peut-il pas se dégourdir les jambes ?» Le chef fit un signe de la main, et en un instant 2 fusils furent dépointés sur la poitrine de Thomas. Le cow-boy leva les mains. « Doucement. Je pensais que nous pourrions peut-être parler affaires. » La diversion fonctionna. Des falaises, l'aîné des sœurs poussa un cri de faucon dans le vent. C'était le signal. Simultanément, le chaos éclata. De l'ouest, la plus jeune sœur fondit silencieusement sur l'ennemi. Son couteau brilla, achevant la sentinelle la plus proche des cages avant qu'il ne puisse crier. De la crête, la sœur du milieu décocha une flèche qui frappa un homme en pleine épaule. Il se retourna et tomba, son arme heurtant le sol. De la fumée s'éleva lorsqu'un baril de poudre explosa à cause d'un feu caché que les sœurs avaient allumé plus tôt. La panique se propagea. Les chasseurs se dispersèrent, tirant à l'aveugle vers les falaises, incapables de voir leurs assaillants. Thomas plongea derrière une caisse, saisissant le fusil qu'il avait caché sous son manteau. Il tira avec précision, abattant un homme qui courait vers les cages. D'autres gardes tombèrent, certains sous les flèches, d'autres sous les couteaux. Au milieu de la confusion, l'aîné des sœurs atteignit les cages et commença à briser les serrures. Des cris s'élevèrent de l'intérieur, puis la tribu capturée déferla. Ce ne fut pas une bataille, mais une éruption. Des années de peur et de perte explosèrent à ce moment où la tribu se battit avec tout ce qu'elle avait. Les chasseurs, pris au dépourvu, tentèrent de fuir. Thomas se déplaçait rapidement, tirant, se baissant, couvrant les voies de retraite. Il se retrouva côte à côte avec l'aîné des sœurs. Ils affrontèrent tous deux un homme corpulent qui brandissait un énorme crochet en fer. L'homme se jeta sur eux, mais Thomas esquiva à gauche juste au moment où elle se déplaçait à droite et la sœur enfonça profondément sa lance dans la poitrine de l'homme. Il tomba sans un bruit. Quand la fumée se dissipa enfin, un silence assourdissant tomba sur le canyon. Les corps gisaient éparpillés, certains braconniers, d'autres membres de la tribu. Les survivants se tenaient en un large cercle, respirant lourdement, saignants mais vivants. Thomas regarda autour de lui. Les cages étaient maintenant vides, les flammes éteintes, la bataille terminée, mais quelque chose en lui savait que ce n'était pas la fin. Cette nuit-là, la tribu tint un petit rassemblement au bord du canyon. Les feux de camp brûlèrent en cercle contrôlé, jetant une lueur dorée sur leurs visages. Les villageois libérés cueillirent des herbes et soignèrent les blessures. Les enfants s'assirent près de leur mère. L'air était rempli du doux murmure des prières et des rythmes calmes d'un tambour battant lentement et gravement. Les sœurs s'assirent à côté de Thomas, qui était enveloppé dans une cape de cuir et soignait une profonde coupure à l'avant-bras. L'aîné parla pour la première fois en anglais. « Merci. Tu te souviens ?» Thomas regarda les flammes.
Jamais oublié. Elle hocha la tête, puis elle se leva et sortit de son sac un collier taillé dans l'os, le symbole des chefs de sa tribu. Elle le tendit lentement à Thomas, mais hésita. Au lieu de cela, elle se tourna et se dirigea vers la foule. Une vieille femme courbée en émergea. Son visage était marqué par le temps et la douleur, mais ses yeux brûlaient encore. C'était la matriarche disparue. Elle avait survécu, cachée, blessée, mais vivante. Une clameur s'éleva parmi les gens. Les sœurs coururent vers elle. Les retrouvailles furent silencieuses mais puissantes. Pas de mots, juste le contact, les larmes et la force. Thomas resta à l'écart, se sentant comme un fantôme flottant à l'intérieur d'un souvenir. Il les avait aidés à se retrouver. Il avait payé sa dette, mais alors même qu'il se tournait pour partir, quelque chose le retint. L'aînée des sœurs s'approcha. « Tu pars » demanda-t-elle. Thomas hésita. « Je n'ai pas ma place ici. » Elle pencha la tête. « Tu nous as sauvés. Tu te bats comme nous. Reste. » Le vent souffla, chuchotant entre les arbres. Pour la première fois depuis des années, Thomas sentit la paix, non pas celle, vide, faite de silence, mais celle que l'on gagne par le feu et la sueur. Il regarda le collier sculpté qu'elle portait maintenant. Puis il leva les yeux vers les étoiles. Là-bas, le monde continuait de tourner, de menacer, mais ici, pour un instant, il y avait un but, une appartenance. Il hocha la tête une fois. « Je resterai un moment. » Les semaines passèrent. La tribu s'installa dans le canyon près du ranch de Thomas, reprenant des forces et planifiant l'avenir. Les blessés guérirent, les enfants se remirent à rire. Les sœurs entraînaient en chaque jour les jeunes, partageant l'art de la traque, de la chasse et de la défense. Thomas travaillait à leur côté, réparant les abris, construisant des fortifications plus solides et chassant avec la précision d'un homme qui connaissait la terre comme sa poche. Peu à peu, la confiance grandit non seulement entre lui et les sœurs, mais avec toute la tribu. Un matin, Thomas se tenait, avec la matriarche, au bord des falaises surplombant la vallée. « Ils ont besoin de leur propre endroit, dit-elle doucement, plus au vent qu'à lui. Mais le monde là-bas n'accepte pas les gens comme nous. » Thomas suivit son regard. « Peut-être pas le monde, mais il y a de la terre, dit-il, et j'en ai plus que je ne peux en travailler seul. » Elle le regarda. La profondeur de ses yeux révélait à la fois la suspicion et la gratitude. « Tu offres de la terre à des étrangers. » Il secoua la tête. « Je l'offre à ma famille. » Cette nuit-là, un conseil eut lieu autour du feu. Thomas parla clairement. Une partie de son ranch serait donnée à la tribu, non comme une aumône, ni comme une propriété, mais comme une alliance. Ils construiraient en quelque chose de nouveau ensemble, un endroit où personne n'aurait plus à fuir. La proposition fut accueillie par un silence stupéfait. Puis la plus jeune sœur applaudit et se mit à rire, un rire sauvage et fort comme le craquement du bois. Bientôt d'autres la suivirent. Les vieux guerriers hochèrent seulement la tête. La matriarche leva la main et déclara que c'était le destin. Le travail commença à l'aube du lendemain. On traîna des rondins, on façonna des briques d'argile, on érigea une tour de guet sur la crête. La vieille grange fut transformée en salle commune. Les sœurs et Thomas dirigeant les efforts. Il s'attacha à tous, mais c'est l'aînée qui était généralement à ses côtés aux heures tardives, partageant des histoires ou travaillant en silence sous la chaleur. Elle parlait peu, mais quand elle souriait, cette image restait avec lui longtemps après son départ. Tout le monde n'accueillit pas le changement avec bienveillance. La rumeur se répandit dans les villes voisines que Thomas Walker, l'éleveur obstiné, avait accueilli des femmes sauvages et donné sa terre à des autochtones. Les hommes murmurèrent dans les saloons. Certaines charrettes passaient devant son ranch sans s'arrêter. Les provisions arrivaient d'un plus lentement, mais Thomas ne flancha jamais. Il avait survécu à la trahison et à la chasse à l'homme. Les ragots n'allaient pas l'effrayer. Un après-midi, un messager de Fort Clyburn arriva. L'armée avait reçu des rapports sur des rassemblements tribaux et exigeait une réunion. Thomas se rendit seul au fort, sans armes mais résolu. Aux portes du poste, il fut accueilli par un colonel qui le dévisagea comme s'il était malade. « Nous ne voulons pas de troubles locaux, » dit le colonel. « Vous protégez des gens qui ont échappé à notre surveillance. » Thomas sourit froidement. « Vous voulez dire les gens que vous n'avez jamais aidés ? Ceux qui ont été chassés, réduits en esclavage et presque exterminés ?» Les yeux du colonel se plissèrent. « Faites attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas intouchable, Walker. » Thomas fit un pas en avant. « Vous non plus, colonel. Vous avez des ordres. J'ai une terre et elle ne vous appartient pas. » La réunion se termina sans accord, mais Thomas savait que le silence ne durerait pas. Cette nuit-là, de retour au ranch, il s'assit avec l'aîné des sœurs sous les étoiles. « Ils finiront par venir, dit-il, avec des papiers ou avec des fusils. » Elle ne répondit pas.
Au lieu de cela, elle plongea la main dans son sac et en sortit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années, une bague sculptée dans le bois en forme de faucon en vol. « Tu m'as donné ça, dit-elle, après qu'on t'a sauvé. » Il regarda l'objet et une vague de souvenirs le submergea. Des cheveux mouillés, la lumière d'un feu, des mains tremblantes. Il lui avait donné cette bague en signe de gratitude, alors qu'il pouvait à peine parler. Elle l'avait portée depuis. « Je ne t'ai jamais oublié, » murmura-t-elle. « Jamais quand on nous enchaînait, jamais quand on nous vendait comme du bétail. » Thomas se pencha vers elle. Sa voix était basse. « Je n'ai jamais cessé de chercher. Je ne savais juste pas ce que je cherchais avant de voir ces queues d'écureuil. » Elle sourit. « Je te croyais mort. » Il rit doucement. « D'une certaine manière, je l'étais. » La semaine suivante, ils travaillèrent plus vite, postèrent des sentinelles, tendirent des pièges sur les bords extérieurs. Le peuple apprit à vivre et à se battre comme un seul homme. Ils entraînèrent les chevaux à alerter du danger. Chaque nuit, les étoiles veillaient sur le campement qui devenait plus fort de jour en jour. Mais une tempête approchait, et Thomas le sentait dans ses os. La tempête ne vint pas sous forme de tonnerre et de vent, mais de bottes sur le sol et de fusils, dans des charrettes. À l'aube, 3 compagnies de mercenaires arrivèrent. Pas des soldats en uniforme, mais des hommes de main aux yeux froids et aux bouches dures. Ils portaient de faux documents affirmant avoir l'autorité, accusaient traite à la tribu d'empiètement, Thomas d'abriter des fugitifs et exigeaient une reddition immédiate. L'homme qui les menait était Cartwright, un propriétaire de ranch, actionnaire du chemin de fer, et le même rustre qui avait marchandé les sœurs au marché aux esclaves des mois auparavant. Il descendit de cheval à l'entrée et cracha dans la poussière. « Tu aurais dû rester chez toi, Walker. Maintenant, tu vas tout perdre. » Thomas se tenait derrière la nouvelle barricade qu'ils avaient reconstruite, un fusil à la main, bien qu'il ne l'ait pas encore levé. « C'est ma terre. Ces gens sont ma famille. Il faudra me passer sur le corps. » Cartwright sourit avec mépris. Avec plaisir. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un siège. Pendant des jours, les mercenaires les encerclèrent comme des vautours, coupant les lignes de ravitaillement, essayant de les épuiser. Mais Thomas avait appris de la terre et de la tribu. Ils utilisaient là les ravins pour acheminer l'eau, des sentiers cachés pour trouver de la nourriture. Les jeunes guerriers se glissaient entre les rochers, distrayant l'ennemi et sabotant leurs provisions. Et pendant tout ce temps, Thomas et l'aîné des sœurs, qui dormait maintenant à ses côtés dans la maison en pierre reconstruite, tenaient le centre uni. Ils n'avaient plus besoin de diriger. Ils se battaient comme l'un des leurs. Le 6e jour, ils attaquèrent. Un raid nocturne, silencieux comme le brouillard. La tribu se déplaça comme une ombre. 2 douzaines de combattants, dont Thomas, encerclèrent le camp des mercenaires. Au signal, un cri de faucon, ils attaquèrent. Les feux de camp furent piétinés, les charrettes renversées, les armes confisquées. Thomas accula Cartwright contre un arbre tombé, le fit tomber et l'immobilisa dans la boue. « Tu n'as rien à faire ici », siffla Cartwright. Thomas ne répondit pas, se contentant de l'assommer d'un seul coup. Au matin, l'ennemi était dispersé. Certains s'étaient rendus, d'autres avaient enfui dans les collines. La tribu avait gagné, du sang avait coulé, mais peu. Quelques blessures, quelques contusions. Un jeune homme avait perdu un doigt, mais le prix aurait pu être bien plus élevé. Cette nuit-là, le feu de camp brûla haut. Il n'y eut pas de chant, seulement le silence. Ils avaient survécu à nouveau, mais ils savaient que ce n'était pas la fin. La nouvelle se répandrait. D'autres viendraient, pas des bandits, mais des papiers, des avocats, des tribunaux, peut-être des soldats la prochaine fois. La tribu avait toujours vécu dans l'ombre. Maintenant, elle était en pleine lumière. Thomas regarda l'aîné des sœurs. « Nous devons rendre cet endroit plus fort, légitime, reconnu. » Elle hocha la tête. « Alors nous construirons quelque chose que la loi ne pourra pas briser. » Ainsi commença la phase suivante. Thomas se rendit à la mairie, cette fois avec la moitié de la tribu chevauchant derrière lui. Les habitants les dévisagèrent, certains se détournèrent, mais personne ne dit rien. Il entra dans le bureau du comté, son chapeau à la main, et posa sur le bureau les titres de propriété, les registres fiscaux et les livres de compte. « C'est ma terre, » dit-il au greffier, « et cette communauté est sous ma protection. » Le greffier, un homme nerveux, bégaya et marmonna des questions de procédure, mais il accepta les documents. C'était un début. Les semaines passèrent. Ils renforcèrent les murs, creusèrent de nouveaux puits, construisirent une école sur les fondations de l'ancienne grange de Thomas. Les enfants de la tribu apprenaient leurs lettres aux côtés des enfants des ouvriers. Les sœurs enseignaient aux femmes le tir à l'arc et le combat au couteau. Thomas leur apprenait la menuiserie, l'irrigation et comment réparer une charrue. Ils ne devinrent pas des Américains au sens traditionnel du terme.
Ils devinrent autre chose, quelque chose de nouveau. L'aîné des sœurs se déplaçait maintenant avec autorité, non plus silencieuse, mais parlant quand c'était nécessaire, guidant les autres avec une force tranquille. Sa main reposait souvent sur l'épaule de Thomas au crépuscule, et quand les tempêtes venaient, ils les affrontaient ensemble. Il n'y eut ni demande en mariage ni cérémonie. Un matin, elle se tint à côté de lui au sommet de la colline, regarda la colonie grandissante et dit « Nous sommes à toi et tu es à nous ». Il hocha la tête. « Alors c'est suffisant ». Les ennuis persistèrent dans les chuchotements et les lettres, mais maintenant, ils avaient rendu des alliés. D'autres tribus, ayant entendu parler de ce que Thomas avait fait, envoyèrent des messagers. Certaines proposaient des échanges, d'autres cherchaient un refuge. La ville finit par les accepter, surtout lorsque leurs récoltes prospérèrent et que leur bétail survécut à une maladie qui avait décimé la moitié des troupeaux du comté. Les méthodes de Thomas, combinées au savoir tribal, se révélèrent supérieures aux anciennes méthodes. Cartwright réapparut des semaines plus tard, boitant et plein de ressentiment. Il essaya de porter plainte, de réclamer ses biens perdus, mais l'opinion publique avait changé. Les journaux qualifiaient Thomas de héros populaire, un homme qui avait bâti une tribu. Un article titré « D'un survivant d'inondation au protecteur des oubliés. Thomas Walker a défié les pronostics et la loi pour créer un monde à partir du chaos. » Le gouverneur ne vint jamais, mais il envoya une lettre avec un lourd seau de cire. Il tente déclarer la colonie comme une communauté autonome reconnue et placée sous la protection de l'État. Ce n'était pas une légitimité totale, mais c'était un bouclier. Thomas accrocha la lettre dans la nouvelle salle commune. Au-dessus pendaient les queues d'écureuil des 3 sœurs, déjà délavées par le temps, et à côté, une nouvelle sculpture, un homme et une femme debout sous un arbre, les bras étendus. Le temps passa, mais la terre se souvenait. Ce qui n'était autrefois qu'un ranch solitaire était devenu quelque chose de méconnaissable, un complexe vivant et multicouche. Des routes en bois serpentaient entre les cabanes, la fumée s'élevait des cuisines communes, et des enfants de toutes les couleurs de peau couraient un taux pieds nus parmi les arbres plantés là où se trouvait autrefois du fil de fer barbelé. La tribu n'était pas seulement revenue pour survivre, mais avec force, et avec eux une nouvelle génération de colons, des hommes qui leur lancèrent autrefois des regards méprisants apportèrent maintenant des cadeaux, de la farine, des outils, même des chevaux. Des femmes qui traversaient la rue pour les éviter échangeaient en maintenant des remèdes à base de plantes et s'asseyaient à des tables communes pendant les récoltes. Thomas observait tout cela, ne se sentant jamais tout à fait à l'aise d'être appelé chef. Il ne portait pas de plume, ne s'asseyait pas en hauteur pendant les conseils. Il était simplement un homme qui était resté, et pour cela, il était honoré. Les anciens construisirent un cercle de pierre en son honneur, un lieu pour se rassembler et écouter. Ils ne l'avaient pas demandé. Mais le premier jour de l'hiver, alors que la fumée montait vers le ciel froid, tout le village s'assit dans le cercle pendant que l'aîné des sœurs se levait et racontait l'histoire de son arrivée parmi eux des années auparavant, presque mort, et comment il ne s'était jamais détourné de ce qu'il ne comprenait pas. Puis, d'un simple contact sur son bras, elle le conduisit au centre. Il n'y eut pas de discours, seulement le silence, un murmure respectueux qui tombait comme la neige. Il hocha la tête une fois, regarda autour de lui et dit « Nous avons construit quelque chose que le monde ne sait pas encore nommer, mais nous savons ce que c'est et c'est suffisant. » La foule n'applaudit pas. Ce n'était pas nécessaire. Ils se levèrent simplement, la main sur le cœur, la tête inclinée. C'était le genre de moment qui n'a pas besoin d'être raconté, car ceux qui l'ont vécu ne l'oublieront jamais. Mais la vie n'est jamais restée tranquille. Au printemps, Thomas reçut un message du bureau de l'État, une convocation à une audience législative dans la capitale. Il semblait que certaines factions demandaient l'expropriation de leurs terres pour une nouvelle initiative de développement. Il montra la lettre au conseil et la décision fut unanime. Il irait et pas seul. Quand Thomas arriva dans la capitale une semaine plus tard, il amena avec lui 12 chefs tribaux, 3 charrettes pleines de documents et un jeune interprète qui avait appris à parler couramment le jargon juridique. Ils entrèrent dans la salle non pas comme des victimes ni comme des reliques du passé, mais comme une force organisée et articulée. L'audience fut longue et tendue. Il y eut des moments de mépris, des accusations voilées dans des mots polis, mais l'interprète tint bon, récitant leur histoire comme si c'était une écriture sainte. Une des sœurs, qui n'était plus timide, s'avança et présenta les registres de chaque récolte, de chaque dollar d'impôts payés, de chaque bouche nourrie. Et enfin, Thomas monta à la barre. Il ne plaida pas, n'implora pas, il parla comme un homme qui avait construit quelque chose de ses propres mains et mettait le monde au défi de le détruire.
Après des heures de délibération, le verdict tomba. La colonie resterait. Et pas seulement cela. Elle se verrait accorder une reconnaissance régionale en tant que zone culturelle et agricole, protégée contre les expropriations d'entreprises. C'était une victoire, et plus encore, c'était une déclaration. Ils existaient, et ils comptaient en. Thomas retourna au village pour trouver les gens qui l'attendaient snant. Des lanternes illuminant la colline, des tambours résonnaient tant doucement dans le vent. Il n'avait pas besoin de mots pour savoir ce qui s'était passé. Il leva simplement la main et ils éclatèrent, non pas en bruit, mais en chant, une chanson rythmée et profonde dans une langue ancienne, transmise de génération en génération, maintenant ressuscitée sous de nouvelles étoiles. Les années passèrent, les cheveux de Thomas grisonnèrent, sa démarche se ralentit, mais le village ne faiblit pas. Il grandit, construisant des écoles, des ateliers, des serres, organisant des festivals qui attiraient s'écrin des gens de villes lointaines. Les sœurs vieillirent à ses côtés, chacune devenant un leader à part entière. L'aînée eut une fille aux yeux vifs et au sourire tranquille. Et cette fille suivait Thomas partout, apprenant non pas des livres, mais de la manière dont il traitait la terre, les animaux et les gens. Un matin, Thomas s'assit sous un arbre au bord du jardin, le même qu'ils avaient déjà planté après le siège. Il regarda les enfants courir, écouta le doux appel d'une corne. Au loin, il sentait l'odeur du pain qui cuisait. Le monde n'était pas parfait, mais il était meilleur qu'avant. Il ferma les yeux et sentit le poids des années non pas comme un fardeau, mais comme une couverture. Quand il mourut, il ne fut pas enterré dans le cimetière familial. Au lieu de cela, on le déposa dans un bosquet, près du ruisseau où il était tombé un jour, à moitié mort et oublié du monde. Ce n'était pas une tombe au sens traditionnel du terme. Les sœurs enveloppèrent son corps dans une cape en peau de cerf, brodée des fleurs de la tribu et des symboles des saisons. L'aînée des sœurs posa une mèche de ses cheveux grisonnants sur sa poitrine. Les mêmes cheveux qui pendaient autrefois de la charrette à barreaux quand son cheval était passé à côté de son destin. Elle murmura quelque chose dans sa langue maternelle, des mots qui n'étaient pas destinés aux oreilles étrangères, avant de sceller la terre au-dessus de lui, de ses propres mains. Un cercle de pierre y fut placé, non pas pour le marquer comme un héros, mais comme un homme qui n'était jamais parti. Il n'y avait ni plaque ni statue, seulement un arbre qui poussait près du ruisseau, nourri par les mêmes eaux qu'il avait autrefois sauvées. On racontait son histoire aux enfants non pas à travers des leçons, mais à travers les vies que leurs parents menaient, la paix qu'ils maintenaient, la justice qu'ils recherchaient, la manière dont ils ouvraient leurs portes même quand la peur leur disait de ne pas le faire. Au fil du temps, d'autres vinrent penser chercher refuge, des survivants de raids, des victimes de la cupidité, des fugitifs cherchant un endroit qui ne les rejetterait pas. La tribu les accueillit, comme elle avait autrefois accueilli Thomas. Et le village grandit, non pas pour devenir une ville, mais quelque chose de plus puissant, une mémoire vivante. Un endroit où chaque maison était construite sur la confiance, chaque repas partagé était un hommage, et chaque étranger une occasion de recommencer. Une décennie plus tard, alors que les cartes étaient redessinées et les noms oubliés, une phrase demeurait, prononcée dans un dialecte ancien. L'homme que les villageois murmuraient en racontant des histoires au coin du feu, celui qui nous a choisis et qui a été choisi en retour. C'était le véritable héritage de Thomas Walker,